Bonjour à tous, je m'appelle Thibault Lagrand-Rive. En effet, je suis un alumni de l'ISED, je suis rentré en 2017. C'était toujours mon rêve de participer à TED, mais en tant qu'organisateur, me voilà sur le fameux point rouge, je suis ravi. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la vision que j'ai de l'Homo numeritus, que je vais essayer de définir avec vous aujourd'hui. Alors, pour parler rapidement de moi, à la sortie de l'ISED, j'emprunte un parcours assez classique. Je pars dans une grande entreprise, une référence internationale de l'automobile française, où j'étais acheteur international pour la région Amérique du Nord. Je vivais ma vie assez paisiblement jusqu'au jour où je reçois un coup de fil de mon frère, lui ingénieur, qui venait de découvrir pour la première fois ChatGPT 3.5. Alors, il m'appelle et il m'explique que quelque chose de fantastique vient d'arriver et qu'il fallait que je le constate par moi-même. J'ouvre donc l'URL envoyée et pour la première fois, j'ai ma première interaction avec ChatGPT. Je pense que l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là est à peu près celle que vous avez tous dû expérimenter la première fois que vous avez dialogué avec l'IA générative, un état de stupéfaction un peu global. On avait l'impression à ce moment-là que la science-fiction devenait réalité. Alors, j'ai tout de suite quitté mon travail et j'ai décidé de lancer cette entreprise avec lui. Alors, voilà mon frère. Et aujourd'hui, nous sommes une vingtaine de collaborateurs. Nous levons quelques millions d'euros pour passer à une trentaine désormais. Le but est de créer une référence de l'IA générative en France. C'est un parcours qui paraissait en fait assez logique parce que j'ai été éduqué par un père militaire, passionné d'histoire, et une mère ingénieure qui m'a transmis l'amour des mathématiques. Alors, je vais rendre un tout petit peu plus hommage à mon père ce soir, puisque l'histoire s'est bien conjuguée avec les mathématiques, mais à travers Westworld, à travers Matrix, à travers même Terminator, le chemin était tout tracé vers l'IA générative. Alors, j'aimerais juste avant d'imaginer ensemble cet idéal de l'Homo numeritus, retracer rapidement les idéaux qui ont structuré ma pensée depuis 25 ans. Tout d'abord, l'homme grec. L'homme grec, l'idéal du corps et de l'esprit. Un équilibre sain qui a fait naître le citoyen romain. Le citoyen romain, lui, est animé par le devoir civique, l'éthique, l'organisation et la conquête. Ensuite, le chevalier médiéval, sauver la veuve et l'orphelin, la notion de l'honneur au cœur de cette civilisation. Ensuite, le gentilhomme du XIXe siècle, lui, plus animé par la culture, la courtoisie. Et aujourd'hui, face à cette révolution que nous sommes en train de connaître, qui, selon Bill Gates, est aussi fondamentale que l'arrivée du microprocesseur, qui a permis à l'ordinateur de naître, comment définir cette notion d'homo numeritus, en contradiction avec l'homo economicus, vous l'aviez compris. Alors, dans cette aventure de l'entrepreneuriat, le col roulé était un indice, je n'ai pas pu y échapper. Je me suis confronté un peu tous les jours depuis 2 ans à essayer de dessiner cet homme augmenté de demain. Alors, avant de redéfinir l'humanité, je vais utiliser exactement, vous me l'avez piqué, je vais définir l'humanité, à ma manière évidemment. Alors la définition de l'humanité, c'est quelque chose, lorsqu'on essaye de séparer l'homme de la machine, qui doit être beaucoup remise en question au vu des prouesses techniques qui viennent d'arriver assez récemment. Je pense que c'était assez difficile de concevoir une telle avancée, une telle capacité de création de la part des machines il y a encore seulement 5 ans. Alors j'aurais pu partir sur la notion d'art. Est-ce que c'est l'art qui définit l'homme, là où la machine en est incapable ? Est-ce que c'est la conscience d'être et tout ce qui en découle? Ça aurait pu être des très bonnes pistes, mais encore une fois, j'avais 15 minutes, donc j'en ai choisi une seule. C'est la création, pour moi, qui est au cœur de la différenciation entre l'homme et la machine. En effet, pour avoir travaillé sur ces machines depuis 2 ans, ces machines sont dépendantes des données de l'entraînement. Aussi incroyable et aussi subjugué que nous puissions l'être lorsque l'on voit une analyse financière, une première ébauche de documents avec un modèle de langage, tout ça, en fait, n'est que réagencement, extrapolation, réutilisation de la base de données d'entraînement qui a été fournie en culture générale à ces machines. Et je pense que tout est là. Ce qui nous rend profondément humains, c'est la création. Comment la création arrive-t-elle chez l'homme ? Je pense qu'elle passe fondamentalement par les émotions.
Pour vous donner une anecdote personnelle, lorsque nous venions de lancer l'entreprise avec mon frère, ce qui séparait l'entreprise d'une simple idée était juste les statuts que nous avions déposés publiquement. Et aucune entreprise ne nous avait fait confiance, aucun contrat n'avait été signé, et ça a procuré beaucoup d'émotions chez nous. Je pense que ça a procuré de la passion, ça a procuré de l'angoisse, ça a procuré aussi énormément d'appréhension, mais surtout des contradictions. On a dû réinventer quelque chose, essayer de créer, et en fait, la création passe par la contradiction. L'idée qui finit par émerger un jour n'est que le cheminement logique de plusieurs contradictions. Et ça, je pense que ça passe par des étapes d'intuition, des étapes d'inspiration, des étapes de tâtonnement, et je pense que ça est propre à l'homme. Alors, aujourd'hui, nous faisons le constat du possible pour cet Homo numericus. Nous entrons dans une ère qui est pour moi celle des capacités créatives infinies. Alors, pour reprendre les mots d'un homme que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Sam Altman, qui est le directeur général de OpenAI, ceux qui ont créé ChatGPT, nous rentrons dans l'ère de la 1 billion person dollar company. C'est-à-dire cette capacité à créer une entreprise valorisée à plus d'1 milliard de dollars, donc une licorne, avec un seul homme. Et je pense qu'il n'est pas loin d'avoir raison, cet homme. Et je pense que si vous regardez cette vidéo, je vous laisse admirer la capacité d'un homme en posant seulement quelques questions, ce qu'on appelle en langage naturel, c'est-à-dire en s'exprimant avec une machine comme je suis en train de dialoguer avec vous. Il est en train de créer tout un système de A à Z en seulement quelques secondes. Là où ça nous aurait sûrement pris quelques heures, quelques semaines, quelques mois pour concrétiser une idée. Nous entrons donc dans l'ère de l'idée. L'entrepreneuriat, si je dois parler de moi, puisque c'est quand même le but du TED, est plus accessible que jamais. J'incite donc aujourd'hui à rentrer dans cette ère de la création. Alors l'Homo numericus, c'est une vraie révolution. Et l'évolution, par nature, fait peur. Je pense que si on prend quelques références historiques, comme Darwin ou alors Copernic, cette idée de l'évolution de l'homme ou cette idée que l'homme n'est pas au centre de l'univers sont des révolutions fondamentales qui ont fait extrêmement peur, mais d'un autre côté, qui ont été extrêmement restructurantes. Je pense que Darwin et Copernic n'ont pas forcément fait du bien à l'Église catholique qui mettait vraiment l'homme au milieu du village, et je pense qu'anticiper la restructuration, c'est être acteur de demain. Alors je pense que pour devenir cet Homo numericus équilibré, il faut être réaliste et anticipatif. Le but d'aujourd'hui n'est pas d'essayer de définir si cette notion d'évolution est fondamentalement bien ou mal, en tout cas ce n'est pas ma thèse aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce qu'on comprend ces évolutions, comment est-ce qu'on les assimile et comment est-ce qu'on devient acteur du changement. Je pense que, vous l'avez compris, le développement, la création en est la première clé. Je pense qu'il faut aussi penser en dehors du cadre. Toute notion de création, comme je l'ai dit, vient du tâtonnement et vient du fait qu'il faut créer quelque chose qui n'existait pas avant. Pour être adapté à ce monde de demain, je pense également qu'il faut développer une expertise solide, une expertise métier qui n'est pas remplaçable. Aujourd'hui, on se rend compte sur des tâches assez banales comme le fait de répondre à des mails, le fait d'analyser des images, etc., des tâches qui pourraient être assimilées en quelques jours de formation, que ces tâches-là sont menacées. Parce que comme l'arrivée d'Internet, tout le secteur tertiaire est en train d'être structuré. Je pense également que l'on va constater la réémergence du matériel. Le secteur tertiaire va donc se rapetissir et d'une certaine manière va nous guider vers des choses plus matérielles. En anticipant cette restructuration globale du secteur tertiaire, je pense que l'on peut devenir notamment ces 1 billion person dollar company. Alors, cet Homo numericus nous laisse 3 voies pour moi aujourd'hui. La voie de la peur. On en a parlé. La peur, c'est cette idée de se dire « je suis dépassé, de toute façon, ça ne m'appartient pas, il faut que je laisse passer la vague ». Le confort. On parle aujourd'hui dans la Silicon Valley des fameuses semaines de travail à 3 jours, à 4 jours, mais je pense qu'un homme épanoui est un homme qui crée, est un homme qui innove, est un homme qui est animé par quelque chose. Et je pense que ces innovations nous ouvrent cette voie. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous guider
vers l'audace. Plus que jamais, le premier démonstrateur d'une idée, ce qui est l'étape la plus difficile lorsqu'on essaye de créer quelque chose, est accessible. C'est donc la bonne idée au bon moment qui répond à la bonne problématique qui va ouvrir le champ des possibles. Impossible n'est pas français. Alors c'est une notion, je reviens sur mon père. Je pense que notre société a été dictée par des investissements massifs qui permettaient l'émergence à l'international et qui étaient régis quand même par une domination américaine assez puissante. Difficile de concurrencer les Américains qui généralement parlent de centaines de milliards quand on parle à coups de millions. Mais là, tout d'un coup, la création est si accessible que l'idée prime. Et donc, tout le monde a sa chance. Et je pense fondamentalement que le cerveau français n'a pas du tout de doute à se faire par rapport à l'international. J'aimerais donc finir par une phrase. La machine peut imiter, mais seul l'homme peut rêver. Je vous invite donc à être des homo numericus. Pour moi, l'homo numericus, c'est un penseur, c'est un créateur et c'est un homme libre. Merci beaucoup.